Ton frère est mort. Il est juste mort après avoir fait l'amour avec sa copine. J'ai eu une enfance assez chelou. Enfin, c'était normal, mais j'étais hyper sensible. Et je me réfugiais beaucoup, je crois, dans les activités artistiques, sans pour autant que ce soit la photo. Mais je pense que mon père prenait beaucoup de photos quand j'étais gosse. Je me le représentais un peu comme une personne avec une caméra à la place de la tête, tu vois. Et du coup ça m'a trop inspirée. Pour mon premier voyage, mon premier achat c'était un appareil photo, un jetable, et j'avais fait des photos avec. Et mon père à chaque fois qu'il terminait l'utilisation d'un appareil, quand il en avait marre, quoi, il voulait en acheter un autre, il me le passait. Du coup j'avais toujours un appareil de mon père. Alors j'ai grandi à Tunis, en Tunisie. J'ai fait toute ma vie en Tunisie. Et je suis arrivée à Paris depuis 2 ans et quelques mois, donc bientôt 3 ans en fait. Alors ma passion pour tout, les trucs artistiques s'est développée depuis que j'étais gosse, mais je savais pas trop pourquoi. Je pense que c'était plus parce que ma grand-mère elle faisait beaucoup de couture, et du coup on faisait des petites robes pour mes Barbies. Et mon grand-père il faisait du bricolage, et du coup on fabriquait des meubles pour mes Barbies. Et pour la photo, alors c'est venu avec mon père, et c'est venu parce que on n'avait pas trop de relation avec mon père. Enfin, il est trop silencieux et discret. Peut-être que c'était peut-être ça le lien qu'il y avait entre nous. Quand j'ai acheté mon premier appareil, c'est lui qui a emmené à développer, donc il m'a ramené mes trucs. La mort de mon meilleur ami, c'était en 2017. Bah en fait on s'y attendait pas du tout. Il a 2 ans de moins que moi. Enfin à l'époque il avait 21 ans. Et en fait il est juste mort après avoir fait l'amour avec sa copine. C'était inattendu. Première mort de ma vie. Et en plus pour quelqu'un d'aussi proche. Donc je me souviens juste que après. Donc c'était hyper choquant pour moi. Alors sa mère a appelé ma mère et lui a dit viens. Il s'appelle Sadri. Donc Sadri est en réanimation. Donc on a couru. J'ai pleuré dans la voiture et mon père il me disait mais pourquoi tu pleures? Il est juste en réa, alors ça va. Donc j'arrive et elle vient me voir, donc sa mère me dit ton frère est mort. Comme ça, mot pour mot. Et du coup, je me souviens juste que je m'étais écroulée par terre. Et après, je m'étais rendu compte que tout ce qui restait de lui, et tout ce qui restait de lui pour les autres aussi, c'était les photos que j'avais prises de lui. Parce que je sais pas pourquoi, je prenais tout le temps des photos de lui. Enfin, je pense que même avant, j'aimais bien prendre en photo les gens dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu obsessif, à la limite de malsain. Enfin, je sais pas si ça peut dire que c'est malsain, mais je sais que c'était obsessif, que je voulais garder à tout prix les gens ou les choses vivantes, tu vois, comme une trace de toujours vouloir garder une trace de ce que j'aime, ou des moments, ou voilà quoi. Et du coup c'est ouf parce que 1 an avant la mort de ma grand-mère, qui est l'amour de ma vie, je sentais qu'elle allait partir, et du coup j'ai commencé à la prendre en photo d'une manière obsessionnelle, genre j'arrêtais pas, parce que c'était comme si je veux pas que tu partes, mais je sais que tu vas partir. Donc ça c'est l'événement qui m'a le plus marqué, je pense. Quand on n'a jamais vécu la mort, enfin quand on n'a jamais vu la mort, déjà c'est impossible à imaginer. J'étais là genre mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que aussi quand on vit la mort, ça laisse une trace en nous, et ça nous permet de mieux vivre, je crois. Moi je dis toujours c'est la pire chose et en même temps la meilleure chose qui me soit arrivée, le fait qu'il soit mort. Parce que quand il est mort, ça m'a détruit, mais en même temps ça m'a fait ouvrir les yeux sur plein d'autres choses. J'ai pleuré, et juste 1 semaine après sa mort, j'avais un rendez-vous pour un visa pour aller à Berlin, parce que je voulais aller passer je crois 2 semaines là-bas. Enfin j'ai eu mon visa et j'étais partie pour Berlin, et j'étais partie seule, et je pense que donc la première quand je suis arrivée, c'était ma première Gay Pride à Berlin, et j'avais pas arrêté de boire. J'ai fait un putain de... Enfin c'était ouf, j'étais pas bien et j'avais besoin de boire pour assimiler ce qui venait de se passer là dans ma vie, et j'avais beaucoup marché. Et pendant les 2 semaines où j'étais à Berlin, j'avais juste mon sac à dos et je marchais, et je pense que c'est ça qui m'a permis d'assimiler la douleur, de l'accepter quoi. C'est ce passage là à Berlin, donc plus la mort de mon meilleur pote, ça fait de moi qui je suis aujourd'hui. Enfin, c'est un passage hyper important dans ma vie. Donc j'ai grandi, on va dire que ma famille habitait à la Marsa, c'est en banlieue, mais ouais, en banlieue. Nous en banlieue en Tunisie, c'est que c'est juste en bord de mer. Et ma grand-mère, elle habitait plus loin, genre au centre. Et ma mère me mettait tout le temps chez ma grand-mère, genre elle se cassait, elle me laissait chez ma grand-mère. Et donc j'ai grandi avec elle. Donc c'est elle qui m'a donné toute la douceur dont j'avais besoin, je crois, pour grandir en tant qu'être humain. Et aussi c'était quelqu'un qui était bon, c'était beaucoup trop bon parce qu'elle faisait tout le temps pour tout le monde, et du coup ça faisait que elle avait plus rien pour elle, je pense. Donc du coup elle m'a appris cette générosité là. Je crois que ma grand-mère c'est un peu plus compliqué parce que le deuil il a été fait
plus lentement. Genre, je sais même pas aujourd'hui si je l'ai fait ou pas. Je pense que oui, parce que j'arrive à en parler sans pleurer déjà. Dans mes séries, il y a beaucoup un volet social et politique. Et vu que ma grand-mère était toujours là pour toutes les causes, en train de, je sais pas, financer les études d'une telle qui n'a pas assez d'argent ou faire je sais pas quoi, je suis beaucoup sensible à ça dans mon travail photographique. Et je pense que c'est grâce à elle. Elle finançait l'éducation des enfants, des femmes de ménage qui étaient chez elle. Donc il y en a eu en tout 3 ou 4. Et elle n'a pas arrêté, même si je crois que la meuf elle arrête de travailler chez ma grand-mère, elle continue quand même à financer. Dans la tradition musulmane, je crois qu'une fois par an, tu dois sortir un bol de couscous et l'emmener pour que les gens mangent. Elle faisait ça tout le temps. Il y a une dame qui habite au-dessus et une fois elle a aidé ma grand-mère à porter un sac de courses, je pense. Et ma grand-mère le lendemain lui a fait un gâteau. Et c'est comme ça tout le temps, avec tout le monde. Et du coup, cette gentillesse incommensurable, je devais m'en inspirer un peu et du coup, je me suis dit que je devais peut-être essayer de m'intéresser aux luttes, aux minorités, aux gens qui ne sont pas entendus, aux choses qu'on ne regarde pas. Je sais pas si ça a un lien ou pas, mais pour moi, il y a un lien. Pour en arriver là, en tant que photographe, j'ai dû persister. Ça a été une bataille avec moi-même, je crois. Déjà parce qu'à chaque fois que je me mettais dans la photo, il y avait quelque chose d'autre qui me faisait virer vers autre chose et je reprenais la photo et après je me perdais dans autre chose. Alors que la photo, elle m'appelait tout le temps. Donc je me retrouvais, je sais pas, je travaillais par exemple dans le décor de cinéma, je le fais encore aujourd'hui mais c'est un métier alimentaire. J'aime beaucoup le faire mais c'est pas mon média. Mais je le fais quand même parce que j'aime bien le faire. Et toutes les fois où j'ai fait ces choses-là, j'ai oublié la photo. Il y a eu tout le temps un moment où quelque chose qui m'a fait oublier la photo, où j'étais trop, je sais pas moi, dans une relation trop dans un taf alimentaire de merde, trop dans des études que je kiffais pas, trop dans tout, dans ma vie sociale, alors que bon maintenant elle est inexistante, il y a que la photo. Ouais, j'ai dû vraiment m'accrocher pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que la vie d'artiste c'est pas chill, hein, pas du tout. C'est beaucoup de travail. Rien que aujourd'hui je bois pas d'alcool, je fume plus de cigarettes, je prends aucune drogue, je dors bien parce que j'estime que mon corps, je dois le donner à l'art, à ce que j'ai besoin d'exprimer. Et si je suis pas assez healthy, mais genre saine et complètement consciente, je note même mes rêves en fait. Enfin, j'essaye de tout faire pour que mon truc sacré il ressorte. Écrire pour moi c'est hyper douloureux. Je trouve que c'est le truc le plus horrifiant que je peux faire. Si tu me mets devant un truc, tu me dis écris. Parce que j'ai l'impression qu'en écrivant, je vais beaucoup trop à l'intérieur de moi-même et qu'il y a des fois où je peux pas faire face à ce point quoi. La photo c'est beaucoup plus simple parce que j'ai pas besoin de mots pour exprimer. Donc ce que je faisais avant c'était prendre des photos, donc j'ai toujours pris des photos, je me suis jamais arrêtée, mais écrire un propos à mes séries, c'était ça que je fuyais tout le temps. J'arrivais jamais à me mettre devant, à me dire ok donc ces photos je sais pourquoi je les ai prises, je sais ce qu'elles représentent pour moi et vas-y, je vais rentrer en moi et l'écrire. C'est ça que j'arrêtais pas de fuir. Ça s'est fait graduellement. Arrêter de boire, ça s'est fait il y a 4 ou 5 ans parce que je m'étais dit en fait pourquoi j'empoisonne mon corps. Enfin, c'était hyper logique pour moi. Et arrêter de fumer, c'était il y a quelques mois, bientôt 4 mois. Et je m'étais dit mais en fait si j'arrive à arrêter de fumer, qui est un truc que je kiffe faire en fait, fumer, c'est que je peux faire tout ce que je veux dans la vie. Mais surtout dans ma carrière. Il faut que j'arrête de laisser la vie m'éloigner de ma quête personnelle, tu vois. Et c'est bon, je me dis vas-y, je me concentre. Je vais le faire. Et j'y arrive. Et j'arrive à rester concentrée. Donc je fais des photos réellement avec un appareil photo, pas des petits jetables qui comptent aussi, depuis que j'ai 15 ans. Et j'ai commencé à poster mon travail il y a 1 an. Donc syndrome de l'imposteur x 1000. J'étais là genre mais suis-je légitime de dire que je suis photographe? Toutes ces questions de merde qui font que te freiner en fait dans ton élan artistique. J'ai eu un syndrome de l'imposteur pendant hyper longtemps. Qu'est-ce que ma grand-mère me soutenait dans ce que je fais? Elle a pas vraiment soutenu en me poussant ou en disant vas-y tu vas le faire. Mais elle était là, elle m'écoutait, elle me disait pas que j'étais folle, tu vois. Elle disait pas que c'était n'importe quoi ce que je voulais faire. C'était juste là, genre ok, fais ta vie. Cette forme d'amour inconditionnel, que j'aurais aimé que ma mère elle l'ait un peu, tu vois. Comme je te disais, le fait d'écrire mes séries c'était une torture et ça l'est toujours aujourd'hui. Mais je sais que par exemple mon dernier projet, c'est un projet que j'ai appelé Les hommes que j'ai baisés, Daddy Issues. Et c'est un projet où j'ai des séries, des portraits d'hommes avec qui j'ai couché, pas tous. Et après chaque portrait, il y a une capture d'écran de comment l'histoire s'est terminée. Et quand j'ai fini ce projet, j'avais l'impression d'avoir donné naissance à une œuvre d'art et d'avoir guéri de
toutes ces blessures de rejet et d'abandon qui sont dans ces messages, quoi. Alors mon histoire, elle est un peu plus compliquée. C'est parce que donc je suis immigrée. Au début, j'avais un visa et à un moment, le visa s'est arrêté. Donc ça fait 1 an que je suis sans papier. Et donc pendant longtemps, j'ai galéré à trouver du travail parce que je devais trouver du travail au black et que j'arrivais pas à trouver du travail au black. Et que finalement, bon là, j'ai réussi à... Enfin, j'ai une auto-entreprise et je peux travailler légalement, tu vois, mais ma présence, elle est pas légale en France, sur le territoire. Enfin, avec ces éléments, déjà, tout était beaucoup plus compliqué à visualiser dans ma tête, alors que ça l'est pas vraiment. Enfin, c'est juste que j'ai pas de papier. Mais sinon, j'ai une vie exactement comme vous. Enfin, je vais travailler, voilà quoi. J'ai une vie normale. Juste dans ma tête à moi, à un moment, c'était hyper lourd parce qu'on crée cette image de oh, être sans papier, c'est grave. Alors que bon, ouais, enfin, si tu veux. Enfin, c'est un gros fuck à l'état en vrai, mais si tu veux. Et du coup, je sais que j'ai perdu pied à ce moment-là et que là, maintenant, j'ai des dettes que je dois payer parce qu'à ce moment-là, j'arrivais pas à trouver de travail et parce que j'étais trop mal dans ma tête et voilà. J'ai un projet qui s'appelle Saint But Trash, journal d'une immigrée sans papier, où j'essaye, où il y a plusieurs volets. Donc le premier, c'est de dire ok, je suis un être humain. Et ce que vous voyez, c'est ma vie. Juste, moi, j'ai pas le droit d'être ici en fait. Donc j'essaye de juste montrer qu'en fait. On est tous pareils et c'est ce que moi je vois et moi ce que je vois je crois que j'ai pas le droit de le voir ou je sais pas quoi, mais un truc pour dire que qu'en fait je suis un être humain exactement comme vous et que juste parce que mon passeport il est de couleur verte, bah en fait j'ai beaucoup moins de droits. Donc ça c'est le premier volet, donc c'est ce que je porte vraiment dans le projet et ensuite ça va beaucoup plus dans comment moi je perçois la vie, tu vois, donc beaucoup plus dans la dualité, toujours entre l'amour et la violence, comment combiner les deux tout le temps. Moi j'ai eu du mal avec Instagram en tant que plateforme en général au début parce que je pensais que poster mes photos leur ferait perdre de leur valeur en fait. J'ai jamais voulu les poster sur Instagram, donc mon Instagram c'est toujours été un mood board, donc des photos que je prends avec mon téléphone mais toujours dans le même esprit de ce que je fais. Et j'avais mon site web en bio où je demandais aux gens d'aller voir, mais personne n'a jamais regardé mon site web bien sûr. Et j'ai commencé à avoir des opportunités le jour où j'ai commencé à vraiment poster mes photos alors que j'avais vraiment beaucoup de mal en me disant merde, ça va être un petit carré parmi tant de petits carrés et ça fait chier. Voilà. Mais sinon le contenu même d'Instagram, bon, le fait qu'on puisse pas mettre de tétons de meufs parce que je trouve ça un peu bizarre parce qu'on devrait mettre les tétons de tout le monde. Ma plus grande réussite, je crois que c'est d'avoir pu garder un cœur tendre malgré toutes les difficultés et toutes les violences du quotidien que je vis. Ça c'est le truc le plus important, c'est d'avoir gardé l'amour, mon cœur ouvert à l'amour malgré tout. Parce que quand on ouvre son cœur, on n'accepte pas que l'amour, on se prend de la merde aussi, tu vois. Et c'est le prix à payer pour rester dans l'amour, je pense, selon moi. Et du coup, je l'ai fait quand même si c'est pas facile tous les jours. J'ai pas d'échecs, j'ai des expériences. Enfin, j'ai des échecs, enfin je peux te parler d'un échec hyper débile, mais j'étais partie en été à Cabourg pour être photographe de plage. Et j'avais passé 10 jours dans une tente en essayant d'être photographe de plage. Et c'était de la merde. Et je me suis pris que des noms, s'il vous plaît. Enfin, après, la situation économique du pays ne permet plus aux gens de prendre des photos sur la plage et les payer, quoi. Donc c'était un peu une expérience de merde, mais en même temps, j'ai profité de la plage et je me suis réconciliée avec le numérique. Donc c'est pas vraiment un échec. Je sais pas si j'ai un échec, je crois que j'ai pas vraiment d'échec. J'ai acheté un appareil photo à 10 balles, genre un petit truc de merde, petit comme ça, numérique. Et je me suis dit que pour combattre le fond de bouteille de mon syndrome d'imposteur, je devais me dire que je ne fais pas de belles photos parce que j'ai un bon appareil, mais je fais de belles photos parce que je fais de belles photos. Parce qu'une photo, c'est pas juste un bouton, c'est quelque chose c'est une composition, c'est une identité visuelle. Et donc ça, c'est mon challenge, de me dire que je peux réussir à faire une série photo avec un petit appareil de merde. Ça, c'est mon premier. Et mon deuxième, c'est là, je suis en train de postuler, enfin, je suis en train de travailler pour postuler à différents prix. Et c'est mes prochains challenges, du coup. Ce que je trouve ingrat dans la photo, des fois, c'est qu'il n'y ait pas de son. Parce que mon dernier projet, c'est un reportage photo, donc il y a de la narration photographique. Et j'avais dit, ah, c'est trop cool, mais c'est un film en 2D. C'est contre même la définition d'un film, mais je trouvais ça trop triste qu'on puisse pas appuyer sur un bouton et écouter la voix de la personne. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est enregistrer la personne et je me suis dit que si le projet était installé, on pourrait écouter, tu vois. Si cette passion, elle vient du cœur, qu'il faut toujours suivre son cœur, quoi. Si c'est ta passion, tu t'en fous de ce que les gens peuvent dire et si les gens croient en toi ou pas, l'important c'est que toi, tu crois en toi. Et surtout, si le but de ce que tu fais aussi, donc la finalité, c'est de l'amour, fais-le.